Bon, avec Olivier, nous, on a quand même observé le mouvement des astres, avant que ça devienne un désastre. Il y a au moins un an, on avait déjà une amorce de baisse de l'euro. On a commencé à baisser au mois de juin, grosso modo. Les matières premières, ça a été très bien expliqué, ont commencé à baisser à partir de l'automne 2012 avec le ralentissement chinois. Donc on a vu effectivement les planètes converger et aujourd'hui on découvre au miracle qu'elles font un alignement, tellement bien aligné certainement qu'à un moment on aura une éclipse. Le problème chinois, on le sous-estime assez largement, ça c'est une évidence, mais il y a d'autres choses qui sont en jeu. On a appris ce matin que le Premier ministre chinois, Li Keqiang, demande officiellement que le yuan, qui pour l'instant n'est que partiellement convertible, fasse partie du panier de devises, mieux connu sous le nom de DTS du FMI. Le DTS, c'est cette monnaie composite, cette espèce de méta-monnaie par lequel le FMI avance de l'argent à n'importe quel pays et ensuite il rembourse globalement l'ensemble des créanciers, chacun étant ensuite recrédité dans sa propre monnaie. Si le yuan intègre le mécanisme des DTS, ça change beaucoup de choses puisque la Chine est la deuxième économie mondiale, je ne parle pas en tant que zone puisque l'Europe reste loin devant, mais en tant que pays, ça deviendra le deuxième plus important contributeur individuel au fonds du FMI, sachant que la Chine aujourd'hui, par sa réserve de devises qui est la plus importante de la planète, la Chine possède déjà le plus gros DTS. De fait, c'est son portefeuille de devises. Alors ça, c'est une chose, ça c'est quelque chose que la Chine va mettre en avant pour négocier avec le FMI. Mais la Chine a un autre problème. On vous parle de ces fuites de capitaux. D'où vient cette fuite de capitaux? D'abord, elle s'est accélérée, vous allez certainement vous en souvenir, depuis la transition de Hu Jintao vers Xi Jinping, le nouveau président chinois, qui a axé sa présidence sur combattre la corruption. Qu'est-ce que font tous ceux qui savent qu'à un moment, ils pourront être dénoncés, ou un jaloux pourra envoyer des preuves, etc., à la justice qui traque les fraudeurs, etc. Tous ceux qui aujourd'hui, à un degré ou à un autre, peuvent se sentir menacés d'aller en prison, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui y sont allés, et certains ont même été fusillés, donc tous ceux qui pensent qu'ils peuvent un jour avoir affaire à la justice envoient tout leur argent à l'étranger, sachant que derrière cet argent, la femme ou la veuve et les enfants ne tarderont pas effectivement à rejoindre cet argent où qu'il se trouve sur la planète. Donc ça, l'évasion, c'est une évasion également fiscale. Et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de véritable confiance dans le régime chinois et sa capacité à trouver le bon chemin. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que les Chinois d'eux-mêmes savent que pour l'instant la Chine n'a pas trouver la trajectoire qui la met à l'abri d'une évolution chaotique de sa situation. Donc aujourd'hui, la Chine, c'est un pays qui, effectivement, a peut-être le moyen de faire un saut quantique, celui de devenir le pays qui devient le deuxième acteur mondial et deuxième interlocuteur du FMI, et en même temps, il est complètement miné par ses fragilités internes. Donc on a l'alignement des planètes euro bas, inflation nulle, pétrole et matières premières très basses, et en même temps, on a derrière ce scénario la Chine qui, effectivement, est à l'origine de cette situation qui nous tombe, on va dire, un peu toute crue, mais ça fait déjà des mois que les planètes sont en train de s'aligner sans que cela nous vaille une hausse ou des créations d'emplois, sans que ça nous vaille une accélération de la croissance, si ce n'est mécaniquement par le biais de l'effet de base sur les dividendes que l'on rapatrie désormais en dollars, donc ça fait plus d'argent pour nos entreprises. Est-ce que ça crée plus d'emplois? Est-ce que ça crée plus de croissance? Je pense que Olivier va nous livrer sa réponse. Oui, l'idée de montrer dans cette petite présentation avec une vingtaine de graphiques qu'en fait la situation qu'on vit est relativement attendue
je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui, la situation est relativement prévisible par rapport aux tendances très lourdes sur plusieurs décennies qui nous ont conduit dans la crise actuelle qu'on peut qualifier du siècle. Alors, premier graphique, c'est la croissance, puisqu'évidemment, c'est un des critères majeurs d'analyse de nos sociétés. Quand on voit la croissance depuis les années 60, difficile d'être extrêmement optimiste sur la suite, sur ce point-là. Pourquoi la croissance était aussi élevée dans les années 60-70? C'était aussi dû principalement à une amélioration très forte des productivités liée à la mécanisation, d'abord dans l'agriculture, puis dans l'industrie. Une fois qu'on a... Et une consommation massive d'énergie, effectivement, il y a plein, comme le Pierre le disait tout à l'heure, il y a aussi un phénomène démographique à ce moment-là, mais enfin la productivité aussi est forte pour faire face à cette croissance-là. Le problème, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une économie qui est tertiaire, et qu'en tertiaire, vous faites assez peu de gains de productivité. Évidemment, plus vous essayez d'en faire, déjà plus généralement vous dégradez le service, et à moins d'inventer un robot nurse, un robot infirmier, un robot coiffeur, un robot enseignant, on aura du mal à obtenir des gains de productivité importants et donc de la croissance. Le Japon, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, on a l'exemple de ce qui peut se produire au niveau d'une croissance nulle pendant très longtemps, parce que depuis les années 90, c'est sa situation, et on n'est pas forcément très, très optimiste pour les 2 décennies à venir, puisque tout ça se conjugue avec une augmentation phénoménale de l'endettement qui a, à long terme, comme toujours, des conséquences assez néfastes. Donc évidemment, la croissance, on peut essayer d'aller la chercher, on peut faire de belles promesses. Enfin, il est quand même assez peu probable de revenir à des niveaux très très élevés dans les économies européennes, et sans doute américaines. Donc, on a ce tournant dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, une problématique énergétique aussi à ce moment-là qu'on n'a pas développée. Et donc les pays occidentaux font le choix de développer ce qu'on peut appeler le financiarisme, donc essayer de développer des marchés financiers, des marchés bancaires pour faire de la croissance, parce qu'on n'arrive plus à le faire comme précédemment sur les secteurs primaire, secondaire, voire même tertiaire. Donc on voit ici un indice de FMI qui est l'index de libéralisation financière. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le détail, mais c'est de voir que finalement, dans ce tournant fin des années 70 avec Reagan Thatcher, puis les années 80 en France, on a une dérégulation totale de ces secteurs bancaires et financiers, avec déjà dès le milieu des années 80 des problèmes, des à-coups, des crises financières qui se succèdent de plus en plus rapidement dans ce cadre mondial-ci. Augmentation des marchés financiers, augmentation aussi de la taille des systèmes bancaires. Ici, c'est la taille des 6 premières banques françaises entre 1997 et 2012, donc ce n'est pas des périodes très très fortes, et pourtant on voit que le total de bilan passe d'un peu plus de 2000 milliards à près de 8000, donc on a une multiplication par 4, sachant qu'on est en euros constants, donc normalement on ne devrait pas avoir des augmentations très très fortes à ce... On essaye, ça serait dommage qu'en haut il ne profite pas de la qualité du discours. Voilà. Et on arrive à une situation où, par exemple, si on prend juste BNP Paribas, on voit que son bilan aujourd'hui est de 2000 milliards, c'est la taille du PIB français. Vous avez en jaune le niveau des ressources nettes de l'État, donc on voit très bien que l'État n'est plus capable de venir en aide à une banque, alors qu'il pouvait parfaitement le faire dans les années 80-90, à une époque où en plus il n'y avait pas de banque systémique, donc quand une banque faisait faillite, comme le Crédit Lyonnais, bon, c'était une perte sur le Crédit Lyonnais, mais enfin, Bank of America ne s'inquiétait pas parce que le Crédit Lyonnais avait fait faillite en France. Aujourd'hui, on est dans un monde évidemment interconnecté et qui est source de danger en cas de problème bancaire, comme on l'a vu en 1998, et malheureusement, on n'a à peu près rien résolu sur ce créneau-là, et donc c'est tout à fait possible et prévisible d'avoir un jour ou l'autre un système, enfin une crise bancaire du même niveau que 2008, sauf que là, il n'y a plus des États qui ont beaucoup d'argent pour venir aider, il n'y a plus de banques centrales qui ont des bilans extrêmement faibles pour venir aider, donc on voit qu'on aura beaucoup de mal à empêcher une propagation systémique sur les systèmes bancaires. La vertueuse Allemagne qui donne des leçons à tout le monde, c'est pas le pays qui héberge une certaine Deutsche Bank dont l'encours sur les dérivés représenterait 30 fois le PIB allemand? Oui, tout à fait. Ah, voilà, je me dis aussi. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant. L'Allemagne a une banque systémique. Nous, on en avait 5. Alors ça s'est arrangé. Grâce à Dexia, il n'y en a plus que 4 maintenant. Enfin, malheureusement, on voit que ça se résout de façon très coûteuse pour les systèmes économiques. Et les Allemands sont assez inquiets de Deutsche Bank, en effet, d'avoir cette grosse banque. Et c'est vrai, ce qu'ils disent, c'est surtout, il ne faut pas qu'on fasse comme la France. Il ne faut surtout pas qu'on ait des concentrations bancaires, parce que déjà on en a une, on ne sait pas comment résoudre en cas de problème. Il ne faut pas qu'on en ait 4 comme les Français. Mais la Deutsche Bank, c'est pas ça qui s'est fait retoquer par la Fed, là, il y a 15 jours? Non, parce que
Ils ont passé des stress tests aux États-Unis. On n'en passera plus en Europe, hein, c'est parce que nous, on est sûr qu'on est tout bon. Ouais, Mais aux États-Unis, il y a deux banques qui ont raté les stress tests. C'est une banque espagnole, hein, Sabadell, et la Deutsche Bank. Elle a semble-t-il trouvé qu'ils n'avaient pas des fonds propres suffisants. Mais ils vont continuer d'exercer quand même à New York, hein, je vous rassure. Hein. Ils vont rester SVT. Bon, tout va bien donc. Évidemment, la problématique dans ces dérégulations, c'est que vous transformez une banque qui était normalement une structure qui était là pour prendre des dépôts et faire du crédit à l'économie. Vous avez greffé dessus une espèce de salle de marché et, qui a pris des proportions gigantesques. Le risque total de marché sur les produits dérivés de BNP Paribas doit être de 5 à 8 000 milliards d'euros. Le risque, vraiment, si tout s'écroulait, le risque maximum. On voit qu'on est sur des niveaux qui sont tout à fait surréalistes. Tu veux dire que leur risque représente 100 fois leur fonds propre? Oui, tout à fait. Facile. Ah bon? On est tranquille avec ça? La BCE, ils ont l'air tranquille. J'ai eu chaud. On a vu en 2008, malheureusement, qu'évidemment, on a beaucoup de mal à essayer de freiner une panique et un écroulement financier. Pour illustrer ces dérives hyper spéculatives, ici, vous avez le montant qui s'échange sur les marchés des devises, donc combien de monnaie s'échange tous les jours sur les marchés financiers mondiaux. Donc, tous les jours, ils s'échangent actuellement 5 300 milliards de dollars. Alors, deux choses intéressantes. La première, c'est la progression. Vous voyez qu'entre 2001 et 2013, une dizaine d'années, on est passé de 1500 à 5300 milliards. Et à chaque fois, il y en a de plus en plus. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que normalement, pourquoi on échange des devises? C'est parce qu'on achète quelque chose. Si j'ai besoin de dollars, c'est pour acheter et commercer en dollars. Ici, vous avez tous les jours les exportations quotidiennes mondiales. Donc, vous avez 60 milliards. Donc, normalement, il y a besoin de 60 milliards, en théorie au maximum, d'échanges sur les marchés des devises de dollars. On voit qu'effectivement, vous avez à peu près 1% qui correspond, des échanges qui correspondent à une économie réelle, et 99% qui sont des purs échanges spéculatifs et des paris sur l'évolution des devises. Précisons les choses. Échange spéculatif. On achète, on revend. Bon, quelqu'un à qui on donnerait du pouvoir d'achat, en imaginant par exemple que les quantitative easing aient servi effectivement à resolvabiliser la demande. Là, pour l'instant, on distribue simplement des jetons qui sont faits pour... les jetons, on peut les utiliser uniquement dans le casino. Dans le casino financier, on ne peut pas sortir, acheter une voiture avec ou acheter du pain. Donc ces jetons-là sont bien pour le casino financier. D'accord. Qu'est-ce qu'on achète dans le casino financier? La réponse, on l'a eue mercredi dernier, il y avait la conférence de l'Anacofi à Paris. C'est la conférence, en gros, des stratèges, des gérants de portefeuille, de patrimoine, etc. Et la plupart des gens qui sont venus répondre aux questions pertinentes de BFM et d'autres médias, c'était aujourd'hui, quelle est votre stratégie? Qu'achetez-vous? Alors, il faut le savoir, quand on fait de la finance spéculative, on achète du risque. Quelqu'un à qui on donne de l'argent, du pouvoir d'achat, il va acheter des choses, il va éventuellement acheter des années d'enseignement dans une belle université pour ses enfants, il va acheter un véhicule neuf, il va acheter des choses, mais le gérant, lui, à qui on a distribué des jetons, il va acheter du risque. C'est un petit peu comme moi, si je vais à l'étranger, c'est pas pour découvrir une nouvelle civilisation, pour voir comment ça marche. Je vais acheter de l'exotisme, et puis si je vais en Thaïlande, je vais acheter du sexe. Donc en fait, quand on achète du risque, ça procède du même état d'esprit que lorsqu'on achète du sexe. On n'achète pas une histoire, on n'achète pas une entreprise aujourd'hui, on n'achète pas un risque de change, on n'achète pas une zone, non, on achète du risque. Donc il faut bien savoir qu'aujourd'hui, quand les banques centrales mettent de l'argent au guichet, qu'on crée de l'argent, ça permet d'acheter du risque. Et donc, l'analogie avec le sexe, c'est le même. Si on achète du sexe, c'est pas pour nouer une relation durable, c'est pas pour se découvrir l'un l'autre, c'est pas pour entamer quelque chose de constructif. Non, on achète du risque comme on achète du sexe. Belle métaphore. L'avantage, c'est que quand on achète du risque, on en produit en plus. Donc c'est bien, ça s'auto-alimente. Comme on le voit sur ce schéma ici, c'est l'encours sur les marchés des produits dérivés. C'est une estimation du risque maximal sur les produits dérivés. Donc je ne parle pas du notionnel,
qui est un chiffre voilà, un peu trop gros et qui n'est pas très tangible. Ici, vous avez des niveaux des pertes réelles possibles. Et donc, vous voyez qu'au niveau des années 2000, vous aviez à peu près 20 000 milliards de risques sur les marchés dérivés. On a largement dépassé maintenant les 100 000 milliards de risques. 100 000 milliards, sachant que le PIB mondial n'est que de 70 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que si ce risque d'un seul coup se matérialisait, tous ceux qui tradent le risque à Londres seraient virés, ils n'auraient plus de sexe. C'est le risque. Hein, c'est le risque. Et le risque, c'est évidemment d'avoir à remettre sans arrêt de l'argent pour essayer de resolvabiliser les systèmes bancaires qui sont en grande difficulté, comme on l'a vu en 2008, comme on l'a vu avec les opérations de la BCE, les LTRO en 2011-2012, et comme la BCE s'apprête de nouveau le faire avec le QE. La problématique ici qu'il y a eu aussi, c'est que au niveau de l'Europe, en plus de l'ensemble des difficultés qu'on avait avec notre économie qui n'arrive pas à produire de la croissance, avec les marchés financiers de plus en plus gros, de plus en plus incontrôlables, de plus en plus risqués, on a décidé, puisqu'on était assez joueurs, de créer une monnaie unique et donc évidemment de mettre en surconcurrence les pays les uns avec les autres et donc de rentrer dans un jeu où finalement c'est un peu la guerre de tous contre tous. Et ici, vous voyez, en fait, qui a gagné, comme souvent les premières batailles économiques, l'évolution du coût de la main-d'œuvre en Europe. Comme vous le voyez, la France, entre 1999 et 2012, s'est plutôt bien comportée, on pourrait dire, par rapport aux autres pays, Espagne, Royaume-Uni, Italie, où le coût de la main-d'œuvre a beaucoup augmenté, mais évidemment, ce qui choque terriblement, c'est le coût de la main-d'œuvre en Allemagne. Et sachant qu'ici, c'est non-correction de l'inflation, ça veut dire que le pouvoir d'achat des Allemands a baissé pendant cette période-là. Et donc, évidemment, vous avez ici un pays qui a fait un peu cavalier solitaire contre les autres, avec des difficultés assez fortes au niveau des zones euro. Mais je me demande si c'est pas l'Allemagne qui a conçu l'euro. Enfin, l'euro, c'est une monnaie qui est de conception française, italienne ou allemande? Conception, on va dire, néolibérale, influencée très fortement par... C'est marrant, c'est le pays qui a conçu l'architecture de l'euro tel qu'il est, qui, hasard extraordinaire, a l'air d'avoir tiré tous les marrons du feu, et pendant ce temps-là, nous les autres, on fait quoi? On se vide un peu de notre substance, non? Oui, évidemment. De toute façon, une monnaie unique dans ces conditions-là, sans solidarité, ne peut que améliorer la position des meilleurs élèves et dégrader la position des plus mauvais élèves. Bon, la notion de meilleur et plus mauvais étant tout à fait relative. Évidemment, je parle ici plutôt de compétitivité ou de façon d'écraser les coûts de sa main-d'œuvre et d'être plus compétitif que les autres. Évidemment, ce n'est qu'un axe d'analyse sur l'ensemble que peuvent comporter l'analyse d'une zone monétaire. J'ai pas l'impression que les choses changent beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les salaires remontent fortement en Allemagne, malgré l'instauration d'un SMIC qui sera mis en place définitivement en 2020. A priori, là, la baisse de l'euro, là, c'est pareil, ça a favorisé qui? L'Espagne, l'Italie, dont on disait qu'un euro fort était vraiment un handicap et que la baisse de l'euro allait faire beaucoup de bien, ou est-ce que la baisse de l'euro a de nouveau favorisé l'Allemagne? Oui, aussi. Puis, surtout, l'impact principal qu'il y a eu, c'est que les pays en grande difficulté essayent de rattraper leur compétitivité. Et donc, la dévaluation monétaire qui ne se fait plus tranquillement au fil de l'eau doit se faire généralement par des dévaluations de salaire. En fait, et c'est ce qui s'est passé, on voit très bien en Espagne, au Portugal, en Grèce, où les salaires réels ont baissé. Ouais. Donc, conclusion faite, que l'euro monte, que l'euro baisse, le vainqueur, c'est comme au foot, c'est toujours l'Allemagne. Le financiarisme aussi a des effets très importants sur la gouvernance des entreprises et même sur la notion de qu'est-ce qu'une entreprise et qui doit-elle servir. Ici, vous avez sur ce graphique assez amusant la durée moyenne de détention d'une action à la bourse de New York. Donc on voit qu'avant les années 30, avant la crise de 29, on est sur des niveaux de rotation d'à peu près 1 an, donc des marchés assez spéculatifs. Donc la crise de 29, évidemment, met à bas tout le système un peu à la Ponzi des 20-30 ans précédents, et vous avez une augmentation très forte de la durée moyenne de détention d'une action qui atteint à peu près 7 ans au milieu des 30 glorieuses, et qui redescend de plus en plus vite, évidemment, surtout après toutes les dérégulations et toute la montée des marchés financiers, pour revenir, qui est assez amusant, à des niveaux pré-29. On peut se poser la question, finalement, c'est quoi une entreprise si les actionnaires restent en moyenne 1 an? Alors bon, c'est une moyenne, une médiane serait plus intéressante, vous me direz, enfin déjà, ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire que les actionnaires vont rester moins longtemps dans une entreprise. Alors, si je suis chef d'entreprise, que j'ai un grand projet, comment je dis à mes actionnaires, tiens, alors cette année, on va faire pas mal de pertes parce que je vais investir, il y aurait un retour sur investissement dans 3 ans, 4 ans, 5 ans.
les actionnaires ne seront plus là, donc ils ne veulent plus que les entreprises investissent, en tout cas de ces façons-là, et sur du long terme. Comme on le voit sur deux autres graphiques, le premier c'est l'évolution en France des revenus distribués par les sociétés françaises. Donc on voit qu'on a des entreprises qui, après le creux, ici effectivement ce niveau était trop faible en termes de distribution aux actionnaires, bien, ont de plus en plus redistribué, mais jusqu'à des niveaux pratiquement du double des années 70. Donc l'entreprise surtout plus que ce qu'ils gagnent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. On a même vu en 2010, 2011, 2012 des entreprises, et pas des petites, genre EDF ou France Télécom, distribuer plus que le bénéfice. Ce qui est un non-sens. Alors là, je vous demande de bien fixer l'écran. Vous fixez bien, et après ça, vous allez faire jouer la persistance rétinienne avec le graphique qui va suivre. La persistance rétinienne, c'est le taux d'investissement net des entreprises aux États-Unis. Et donc, c'est la caractéristique principale de notre système, parce qu'on a un système où les entreprises finalement surdistribuent, distribuent plus que ce qu'elles devraient et sous-investissent. Donc évidemment, elles sont en train de tuer le futur pour essayer de distribuer le plus d'œufs de la poule aux œufs d'or, mais effectivement avec des... Oui, l'année dernière aux États-Unis, ça a été dit par Olivier et Pierre, il a été distribué, enfin non, les entreprises se sont rachetées pour l'équivalent de 750 milliards de dollars, et il s'est heureusement investi 850 milliards de dollars. Mais tout comme pour les deux courbes qu'on vient de vous présenter, on devrait assister au croisement cette année, c'est-à-dire que les entreprises américaines devraient moins investir qu'elles ne vont consacrer d'argent au rachat de leurs propres titres. Ou à moins, soyons optimistes, que ça se transforme en jeu de Pac-Man. Comme le dollar est très fort, je m'attends quand même, alors pour ceux qui ont des portefeuilles boursiers, c'est une perspective quand même que je n'occulte pas. Il risque d'y avoir des OPA, des achats provenant effectivement d'entreprises américaines qui ont du cash et qui vont peut-être chercher à l'employer. Mais si c'est pour acheter des entreprises chez nous, je vous rassure, ça ne sera pas pour investir, ça sera pour faire des économies d'échelle. Une fois qu'une entreprise américaine a mis la main sur une entreprise française, on réduit par deux évidemment tout ce qui est les fonctions support, la gestion, enfin tous les frais fixes. Donc s'il y a des OPA, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires, ce n'en est probablement pas une pour la croissance des pays européens. Autre question? Ça c'est la question à résoudre. Alors une crise, en général. En général, c'est ça. Parce qu'on n'a pas la capacité de transformation, de changement. Les chiffres et les excès sont tels que le réformisme, ou imaginer que le réformisme soit possible, il faut l'espérer. Parce que les dommages collatéraux, si on sait faire du réformisme, sont forcément moins nombreux. Mais en règle générale, les systèmes vont jusqu'au bout de leur logique, jusqu'au moment où le système lui-même percute le mur. Et après, c'est jamais la fin du monde. On redéfinira notre trajectoire. Mais l'imaginer de manière linéaire, c'est compliqué. Alors, j'ai cette métaphore, certains qui nous ont déjà entendu la connaissent, mais qu'est-ce qui distingue une banque centrale d'un TGV? C'est que le TGV, lorsqu'il déraille, au bout de pas longtemps, il s'arrête. Les banques centrales, elles, vont continuer d'injecter. Si Mme Yellen constate que la croissance n'est pas au rendez-vous, dollar trop fort ou n'importe quelle autre raison oblige, elle finira peut-être par lancer un QE4. Si jamais on ne perçoit pas ce QE4 comme le signal que le système est complètement foutraque. Mais d'ores et déjà, et en l'espace de 6 ans, les banques centrales ont réussi à fausser tous les mécanismes de formation des cours. La formation du cours étant tout simplement de chercher la valeur ou la juste rémunération du risque. Tout cela est écrasé, laminé. Les marchés ne sont plus des marchés, puisqu'il y a un acteur unique ou quasiment unique, le Japon a été cité. C'est vrai qu'au Japon, là on est dans l'exemple ultime, extrême, la Banque du Japon rachète la totalité des émissions du Trésor. La Banque du Japon achète chaque jour, soit directement, soit au travers des fonds de retraite divers et variés, pour l'équivalent de 400 millions de dollars tous les jours à Tokyo. Ce qui en fait de très 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 loin le premier acheteur, toutes catégories confondues au Japon. Donc la Banque centrale du Japon achète les obligations, achète les actions, il n'y a plus aucun mécanisme de fixation du prix. En début de semaine dernière, M. Noyer a fait cette réflexion que j'ai trouvée sidérante. M. Noyer a dit, nous, BCE,
veillons à ce que nous ne perturbions pas la capacité des marchés à deviner la juste valeur des obligations d'État, qui viennent de perdre 500 points de base pour les italiennes, les BTP italiennes et les bonos espagnols. La BCE intervient maintenant à tous les niveaux, mais surtout que les marchés se sentent libres de fixer absolument comme ils l'entendent la valeur des actifs. Donc ça, quand vous avez ce genre d'aveu, on vous dit non, surtout, nous, on n'y est pour rien, on est déjà dans la bulle. Mais cette bulle, aujourd'hui, personne ne l'aperçoit, puisque contrairement à toutes celles qu'on a pu connaître, il n'y a absolument pas d'euphorie. Les gérants sont des allocataires d'actifs. Il y a de l'argent qui arrive des États-Unis, qui arrive de Chine, ça arrive chez des Carmignac, ça arrive dans les filiales banques d'affaires de nos grandes banques systémiques. Il faut investir cet argent, parce que le mandat fait qu'il faut qu'on soit investi à hauteur de 80%. Donc on investit sans enthousiasme, et parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc voilà dans quel système nous sommes, une bulle sans aucun enthousiasme, ou peut-être bientôt on verra des gérants aussi déprimés qu'au lendemain d'un crack, quand vraiment il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de clients, on n'a plus d'idées, de toute façon il n'y a plus rien à acheter. Là, oui, il n'y a qu'à appuyer sur la touche d'achat, mais il n'y a plus à avoir aucune idée puisqu'il n'y a plus qu'un choix unique sur le marché. Donc nous en sommes là aujourd'hui, et c'est vrai que c'est peut-être là ce qui est le plus dramatique dans l'action forcenée des banques centrales, c'est tout simplement d'avoir détruit le marché. Donc s'il n'y a pas de marché, il ne peut pas y avoir d'allocation d'actifs pertinente. L'argent des contribuables, parce que l'argent des banques centrales, c'est l'argent public, contribue encore maintenant à rembourser des créanciers privés. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté parce que vous avez dit qu'ils rachètent des actions. C'est des gens qui ont joué, qui ont perdu, mais on rembourse par l'argent public ce qu'ils ont perdu en termes d'argent privé. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout tiré la leçon de la crise de 2008. Non, d'une autre façon, on a bien compris que la leçon de la crise de 2008, c'est que le contribuable est là pour éponger des pertes privées. Une leçon très claire et très bien comprise dans ces secteurs-là. Et ce que vous venez de dire, c'est la définition même du QE. On parle beaucoup du QE, donc le fait que la Banque centrale va racheter des obligations publiques sur le marché secondaire. Très concrètement, ça veut dire que la Banque centrale de Grèce va racheter des obligations de l'État grec à des gens qui ont acheté ça peut-être à 7, 8, 9, 10%. Donc aujourd'hui, votre obligation grecque, là, ça ne vaut pas grand-chose normalement. La BCE va vous la racheter, donc elle va prendre le risque de défaut de l'État grec. C'est ça fondamentalement le QE aussi. Donc c'est un vrai problème d'aléa moral et d'aide tout à fait indue au secteur privé, puisqu'il a encaissé des intérêts pour faire face au risque. Au moment où le risque arrive, puisqu'on va le voir, sur des défauts de dette publique complètement délirants, donc le risque de défaut de restructuration est de plus en plus fort, et c'est à ce moment-là où la Banque centrale vous dit « pas de souci, donnez-moi vos papiers qui vaut le coup d'un timbre, et je vous les rembourse au prix normal ». C'est un vrai problème d'aléa. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'un banquier? C'est quelqu'un qui vous bouscule, qui vous chasse d'un coup d'épaule pour arriver devant la machine à café, et puis au moment de mettre sa pièce, se rend compte qu'elle n'a pas la thune, donc elle se retourne vers vous, puis elle n'a pas 100 balles. C'est ça une banque aujourd'hui. Alors heureusement, celui qui va sortir les 100 balles, c'est la banque centrale. Mais chaque fois que la banque a besoin d'argent, c'est ce qui est fait. Et vous avez bien été bousculé de l'épaule, parce que vous, la machine à café, vous n'y avez pas accès, et les 100 balles, c'est vous qui les donnez. Le QE, c'est pas loin de 1200 milliards d'euros. En théorie, on verra, on n'est pas sûr qu'ils atteignent ça. En tout cas, c'est ce qui est annoncé, ce qui est promis. Il y a 150 millions de foyers en zone euro. Faites le calcul, ça fait 7600 € de création par foyer. Donc c'est des sommes qui sont quand même extrêmement importantes. Je vous propose qu'on prenne les questions à la fin, peut-être. Je vais poser une question, parce que je ne pense pas qu'on puisse assimiler la création monétaire à de l'argent public. Non. Ou alors, donnez-moi l'éclairation. Eh bien, c'est par les rachats de fonds publics. Par les rachats, c'est ce que va faire la Banque centrale. Si nos amis grecs demain disent on part de l'euro, on ne s'est pas mis d'accord, on ne vous rembourse pas. Ils deviennent quoi les 200 milliards à peu près d'engagement de la BCE qui est là sur l'État grec? C'est un trou de 200 milliards de la BCE, à peu près 80 milliards de capital. Donc il y a 120 milliards à mettre pour refinancer le capital de la BCE. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un terme comment dire, comme dans les entreprises du privé, un abandon de créances? C'est-à-dire que la Banque centrale qui a racheté toutes ces obligations d'État sur le marché puisse dire écoutez, je fais mon abandon.
Bien sûr. Voilà, s'il n'y a pas d'inflation. D'accord, vous avez une petite notion de comptabilité, je ne sais pas? Non, je D'accord. mais Donc, quand vous abandonnez vos créances, en fait, vous voyez, votre actif, il fait moins l'abandon de la créance. Donc, la créance sur l'état grec, c'est moins 200 milliards. Alors, je répète, quand, sur l'actif de la BCE, vous lui faites moins 200 milliards parce qu'elle va abandonner les créances. et une banque centrale n'a pas besoin d'être à l'équilibre. Comment ça, la Banque centrale est à l'équilibre? Attendez, ça, c'est le traité européen. Hein. Puis après, déjà, deuxièmement, si vous vous dites on n'a rien à faire des traités européens et la Banque centrale peut être en fonds propres négatifs, on verra ce que va devenir dans votre système monétaire et l'avenir de votre Banque centrale. Enfin, déjà, restons sur des choses assez simples, en tout cas au moins ce qu'on dit dans les traités européens. Les États doivent refinancer les pertes de la Banque centrale européenne. Donc tout ce que fait la Banque centrale européenne, ça a in fine un risque sur le contribuable. Surtout qu'en complément, Deutsche Bank a, je crois, 40 milliards de dettes grecques. Hein. Oui, non, mais ça, après, c'est les banques privées. Je parle déjà de la banque, je parle déjà de ce qui est ça. Alors, je vous rassure, hein, le renflouement de la BCE ne donnera pas lieu à des débats enflammés à l'Assemblée nationale, encore moins à un vote, puisque si la BCE décide de faire appel, alors bon, bien sûr, l'Allemagne sera en tête de liste puisque c'est le plus gros contributeur, ça sera elle qui sera appelée de la façon la plus massive pour renflouer. La France sera en deux. On informera simplement notre Parlement qu'il y a une nécessité de recaver la Banque centrale, et nous autres citoyens n'avons absolument pas notre mot à dire, ni directement ni indirectement par nos représentants. Ça a été fixé dans les derniers statuts européens, donc c'est très simple, la Banque centrale européenne viendra se servir directement dans votre poche. Ça sera simplement à l'État de trouver quelle est la meilleure combine, lorsque l'État réémettra lui-même de la dette, etc., pour pas que ça pèse trop lourdement. On ne sait pas encore. Mais bon, cela dit, la Banque centrale européenne, si elle a un trou de 120 milliards, elle peut très bien imprimer 120 milliards. Hein. Enfin, pour le moment, c'est interdit par les traités européens. Après, si on fait ça, on voit si les États, et en particulier l'Allemagne, ont envie de garder une Banque centrale européenne. Ou si elle garde une Bundesbank. C'est aussi un deuxième sujet. C'est un bon débat. C'est un bon débat. On verra. Allez, rapidement, ça c'est l'évolution des rémunérations des 350 plus PDG les mieux payés aux États-Unis depuis 1935. Donc l'avantage c'est qu'on peut faire des statistiques un peu longues. Exprimées en pourcentage du salaire de base, on voit que bien pendant à peu près tout le XXe siècle, vous aviez un PDG qui était payé à peu près 50 fois le salaire de base. Et on voit qu'évidemment, avec cette période de folie financière, vous avez des rémunérations qui explosent et donc des intéressements des PDG au cours de bourse, et donc forcément une façon différente de gérer l'entreprise. Et donc, effectivement, vous arrivez à cette situation où on a un drame affreux en cas de licenciement d'un PDG, comme on le voit régulièrement. Et encore, sans doute, pas assez en termes de licenciement. Donc, petit résumé rapide. Il n'y a plus de croissance. On essaie de développer le secteur financier. Ça marche pendant un certain moment, mais seule une partie de la population en bénéficie. Et donc vous avez des inégalités qui explosent dans le monde anglo-saxon, en particulier les États-Unis étant assez exemplaires à ce niveau-là. Ça, c'est la part perçue par les 1% les plus riches. Vous voyez que les États-Unis sont revenus tout à fait à des niveaux 1929. T'as pas mis la Chine, mais c'est normal, il n'y avait pas assez de place en haut du graphique. Et ouais, on est resté sur le monde anglo-saxon et occidental. Ici, vous avez un truc assez amusant aussi aux États-Unis. La courbe bleue, c'est l'augmentation de la productivité horaire. Donc, vous voyez que tout le monde a des gains de productivité régulièrement. Vous voyez que la rémunération totale des salariés suit assez bien jusqu'à peu près les années 2000. À partir de ce moment-là, vous voyez vraiment que la part des salaires n'arrive plus à suivre l'augmentation de la productivité. Donc, autrement dit, c'est plutôt pour le capital que pour le travail, si on prend ce raccourci. Mais sauf que quand je parle des rémunérations des salariés, tous les cadres supérieurs, les PDG, rentrent dans cette catégorie-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir la rémunération uniquement des non-cadres du privé aux États-Unis. On voit très bien la figure des années 70 avec un pouvoir d'achat qui devient extrêmement limité de cette catégorie-là. La courbe rouge du bas du plat, là, c'est pas celle des gens qui créent la vraie richesse, tandis que la courbe orange, c'est ceux qui disent qui doit créer la richesse. Qui dépensent la richesse. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Donc effectivement, aux États-Unis, on a assisté durant tout à fait cette période-là à un vrai naufrage des classes moyennes. Les gens, en tout cas la vaste majorité de la population, n'a plus d'argent pour consommer. On a bien vu que c'est un des moteurs. Donc qu'est-ce qui leur reste? Pendant un certain temps, c'est de la dette. Et donc on a, à partir des années 80, une augmentation de la dette totale des ménages
qui partent de différents niveaux, en tout cas où la tendance et l'augmentation est à peu près identique, et en France aussi. Évidemment, dans la plupart des cas, c'est plutôt de la dette immobilière, donc de la spéculation immobilière, et qui, aux États-Unis, par des mécanismes financiers, permet de consommer l'augmentation de la valeur de son immobilier. Ça vous donne en particulier les subprimes dans cette période-là. Donc il y a plus de dettes privées, dont on parle assez peu, il y a aussi plus de dettes publiques. Ça, c'est la dette par ménage en France depuis 1815. En monnaie constante. Donc on voit qu'on est sur des niveaux aujourd'hui de 70 000 € en moyenne par foyer fiscal, mais un foyer fiscal sur deux ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc c'est plutôt 140 000 pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Et comme c'est plutôt les 10% des foyers qui payent une grosse partie de l'impôt sur le revenu, le risque est donc d'à peu près 700 000 € par foyer fiscal. Enfin, on voit qu'on est sur des niveaux qui sont quand même assez surréalistes et largement supérieurs à des niveaux de guerre. Donc, effectivement, on peut être relativement un peu optimiste pour la suite des opérations. Un grand danger sur la dette publique qui a été dû à la baisse des taux, dont on parle tout à l'heure, dont on dit oui, c'est super, les taux baissent. Eh bien, ce qui se passe quand les taux baissent, c'est que la drogue est gratuite. Donc ça, c'est un effet très négatif. En tout cas, quand la drogue est gratuite, c'est très positif à court terme, mais un jour, le dealer remet la drogue au prix normal. Et donc vous voyez que depuis les années 80, la dette ne cesse d'augmenter, ce n'est pas une découverte, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis les années 95, le coût de la dette n'augmente plus. Évidemment, c'est parce que les taux d'intérêt baissent sans arrêt. Mais évidemment, on accumule de plus en plus de dettes. Si les taux remontent, bien, vous aurez votre charge d'intérêt de la dette, qui aujourd'hui sont à peu près 50 milliards, qui peuvent assez facilement doubler si les taux reviennent à des niveaux des années 2000, par exemple. C'est pas une escroquerie, cette affaire-là. Parce que les dettes, là, en rouge, là, chaque fois que là, vous recevez votre fiche de paye, il y a une partie qui est prélevée pour alimenter votre fonds de retraite. Et il semblerait que cet argent-là serve à financer la ligne rouge, tandis que les revenus sur cet argent qu'on vous a prélevé, c'est plutôt la ligne bleue, là. Puis la ligne bleue, elle va passer, alors, elle est déjà passée négative, puisqu'on on est en 2011, et en 2015, on a c'est en dessous de zéro maintenant. Donc plus vous avez de risques, parce que la dette continue d'augmenter, moins votre risque est rémunéré. Il n'y a pas un truc qui est un peu foutraque là-dedans? C'est assez étonnant, en fait, effectivement. Il y a du risque, moins le rémunère. Enfin, voilà, mais peut-être qu'on est... Enfin, on a été bercé par des cours d'économie peut-être un peu trop académiques. C'est non conventionnel. Hein? C'était trop conventionnel. Trop conventionnel, voilà. On est dans le non conventionnel aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, toute la difficulté, c'est que on est sur des phénomènes qui sont longs, de très longue durée. C'est sur des décennies, vous avez quand même des modifications importantes, des risques qui augmentent sur des décennies. Donc évidemment, l'analyse de ce qui va advenir est assez difficile dans ce sens où l'histoire est en train de se faire là. Juger un QE aujourd'hui, oui, le QE il se jugera dans 15 ou 20 ans, quand on aura vu ce qui se passe quand on fait un QE de ces niveaux-là. Donc évidemment, si la Banque centrale s'écroule, si on a de l'hyperinflation, si on a des défauts massifs sur les dettes et des restructurations, comme ça arrive tous les 70-80 ans au niveau des obligations publiques, c'est à ce moment-là qu'on peut juger le QE. Mais là, comme on est en plein milieu, vous allez me dire, bah ouais, finalement, il ne se passe rien de très grave, donc on n'a qu'à le faire. Attends, il ne se passe rien de grave, enfin là, quand même, moi salarié allemand, c'est pas grave ça, un salarié allemand. Mais non, mais l'argent. Non, mais toi, gestionnaire de fonds privés, ça va bien. Je mets de l'argent et on me dit que cet argent me coûte maintenant. Oui. Ou l'entreprise qui a de la trésor, on commence à lui facturer l'argent. Il y a quand même un petit souci, non? Pourquoi j'épargnerais de l'argent si c'est pour obtenir un rendement négatif? Je préfère encore le laisser en cash, non? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Acheter des actions. Oui. Hein? Maintenant, si tu as 5 millions d'actions du CAC 40, tu es plutôt content. J'entends quelqu'un nous dire à ma droite, enfin à votre gauche, il faut acheter des actions. Vous avez une autre idée, vous? Non, parce que les banques centrales ne vous laissent pas faire autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Hein, ça, c'est quand même beau. Et dans la valorisation des actions, aujourd'hui, on extrapole quoi comme niveau de profitabilité? Parce que pour que les niveaux de capitalisation actuels soient tenables, il faudrait quand même que les bénéfices, la croissance de ces entreprises, la croissance des bénéfices soit, on va dire, presque exponentielle, avec des taux qui resteraient, eux, nuls ou négatifs. Mais je ne pense pas que cette situation puisse être extrapolée au-delà de 18 mois, voire moins. C'est du très long terme pour les marchés financiers. Voilà. Non, mais il y a quand même là une escroquerie, c'est-à-dire que, intellectuellement, on me dit aujourd'hui,
le marché rapporte 2 ou 2,5, c'est encore le cas pour le CAC 40, à comparer avec 0,50 maintenant pour les OAT. Non mais les OAT, si je les achète aujourd'hui, bon, je sais que je vais avoir 0,50 jusqu'au bout, jusqu'en 2025. Avec les actions, là, qu'est-ce qui me garantit qu'on va me servir de 50 jusqu'en 2025? Vous le savez, vous? Qu'est-ce qui nous garantit qu'on va avoir de 50 jusqu'en 2025? Mais qu'est-ce qui te garantit qu'on va te rembourser ton OAT dans 20 ans? Non, enfin, bon, on va savoir pour dire que les raisonnements qu'on vous tient pour vous faire acheter des actions et vous les faire payer au prix actuel, c'est des raisonnements qui sont totalement spécieux, mais qui sont adaptés évidemment aux circonstances. Et là, plus les cours augmentent, plus les gérants qui veulent encore essayer de justifier le fait qu'ils soient gérants et parce qu'ils pensent qu'ils font des choix discrétionnaires, etc., ces gérants nous disent « Ah, mais là, on vient de s'apercevoir avec le QE de la BCE qu'il faut réévaluer les bénéfices à l'horizon 2018. » Et maintenant, il y en a qui nous font une sorte de calcul à rebours et qui nous disent, benoîtement, « Ah, ben en 2018, les bénéfices auront tout simplement augmenté de 50%. » Oui, oui, oui. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on vous calcule le taux de croissance des bénéfices qu'il faudrait pour justifier les cours actuels, et ensuite on vous dit, ma prédiction, c'est qu'à l'horizon 2018, nous aurons une augmentation de 50% des bénéfices, que rien, strictement rien, ne garantit. Voilà. Mais vous êtes prié évidemment de croire tout ce monde-là sur parole. Effectivement, avec les problèmes, on reparlera peut-être un peu tout à l'heure sur la bon, allez, celui-là, je le passe, je le mettrai dans un truc. Donc, oui, donc, une des conséquences après de ce financiarisme, c'est l'augmentation du chômage. Ça, c'est une grosse découverte, effectivement, de la pauvreté assez importante. Le chômage aux États-Unis, enfin, le taux de chômage aux États-Unis a énormément baissé, mais ça, ce qui est intéressant, c'est le taux d'emploi aux États-Unis. Ce qu'ont fait les États-Unis, c'est qu'ils ont transformé des gens qui étaient au chômage, donc qui cherchaient un travail, dans des gens qui ne cherchent plus un travail parce qu'ils ont compris qu'ils n'en trouvent pas. Et donc ça, vous avez ici le nombre d'Américains qui travaillent dans la classe d'âge qui peut travailler. Donc vous voyez que juste avant la crise, vous étiez à peu près à 53% des Américains qui pouvaient travailler, donc y compris les retraités, enfin, donc, sur les normes américaines, qui travaillaient. On voit que vous avez une chute dantesque, on voit très bien que ça ne remonte absolument pas au niveau précédent. Alors moi je vais peut-être préciser quand même, ces chiffres de 280 000, 295 000 créations mensuelles, moi ça m'épate quand même parce que je vois pas tant de recrutement dans l'industrie, dans les services, etc. Et puis il y a une statistique qui m'a un petit peu interloqué. En 2014, quelle a été la branche d'activité qui a créé le plus d'emplois aux États-Unis? Alors, les barmen. Barmaid, c'est juste, mais le chiffre exact, c'est que la corporation qui a créé le plus d'emplois, c'est chauffeur. Alors, moi, je me suis penché sur les chiffres, j'ai essayé de les décortiquer. Et j'ai pas vu tant de recrutement que ça dans les sociétés de transport routier, les fameux 18 roues, les 6 essieux. Les chauffeurs en question, vous connaissez tous en fait. Uber. Et oui, aux États-Unis, Uber a été le premier recruteur sur l'année 2014. Donc que vous ayez fait un Master 2 ou que vous ayez juste passé votre permis de conduire, vous pouvez trouver aujourd'hui un emploi aux États-Unis, c'est Uber. Alors vous travaillez, c'est bien, vous travaillez le nombre d'heures que vous voulez, c'est totalement libre. La couverture sociale, vous la financez vous-même. Et aujourd'hui, eh bien, aux États-Unis, cette fameuse économie qui crée tant d'emplois, je vous le dis, c'est Uber. Est-ce que c'est vraiment là le symptôme d'un pays qui est en croissance, qui innove, qui va de l'avant? En France, allons-y pour Uber aussi, on va solutionner le chômage. Mettons 10 000 chauffeurs de taxi à Lyon, mettons-en 5 000 à Bordeaux, et mettons-en 15 000 à Lille, et le chômage sera vaincu. Il n'y a plus qu'à. Juste, effectivement, voilà, c'était. On avait fini.